Bonjour, je m'appelle Kevin Paulet, je suis docteur en neuropsychologie au sein du Centre Mémoire et de l'unité de recherche clinique du Centre Régnier 3, qui fait partie du Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco. Alors, au sein de l'unité de recherche, j'ai mené plusieurs recherches dans différents domaines. Donc, par exemple, on s'est intéressé dernièrement au diagnostic précoce de la sclérose en plaques, en étudiant notamment les mouvements oculaires et les capacités de reconnaissance des émotions faciales. On s'est intéressé aussi très récemment au vieillissement cérébral de sportifs professionnels, notamment des footballeurs et des pilotes de Formule 1. Donc là, on a les résultats qui sont en train d'être publiés. On s'intéresse également au suivi longitudinal de patients atteints de maladie de Parkinson. On s'intéresse surtout à l'évolution de leur profil oculomoteur dans le temps, dans le but de rétrospectivement de mieux les diagnostiquer le plus précocement possible. Mais surtout, notre axe de recherche majeur au sein de l'unité de recherche, c'est les thérapies non médicamenteuses qui ont pour objectif de diminuer les troubles du comportement. Voilà, donc les troubles du comportement, ce sont les troubles qui impactent le plus devant les troubles cognitifs, la perte d'autonomie, les troubles moteurs et le niveau de handicap. Ce sont les troubles qui impactent le plus l'aidant familial. Donc vraiment, pour nous, l'aidant est au cœur de nos recherches, dans le but de faire en sorte que la personne malade puisse le plus longtemps possible rester auprès de son aidant au domicile. Donc, par exemple, là, dernièrement, on a eu tout un tas de recherches axées sur la maladie d'Alzheimer où on a appliqué des techniques de remédiation de la cognition sociale et on a vu que ces techniques-là permettaient, d'améliorer ses capacités dans cette maladie et avaient des conséquences sur les troubles du comportement, notamment l'apathie et la désinhibition. Et le fait que ces troubles du comportement diminuaient, ça avait un impact très significatif sur le niveau de fardeau de l'aidant familial, ce qui avait permis à terme de garder plus longtemps ces patients au domicile. Donc, comme on le disait précédemment, notre enjeu principal dans notre unité de recherche, c'est d'agir sur les troubles du comportement. Donc, on a vu que dans la maladie d'Alzheimer, ce qui était problématique, c'était plutôt l'apathie et la désinhibition. Il y a un troisième grand groupe de symptômes qui est extrêmement problématique pour les aidants, ce sont les symptômes psychotiques. Donc, principalement, les hallucinations visuelles, les idées délirantes, l'agitation. Ces symptômes sont extrêmement fréquents dans la maladie à corps de Lévy, puisque plus de 80% des patients ont ce type de symptômes. Et dans cette pathologie-là, il y a également le fait qu'ils sont extrêmement difficiles à prendre en charge via des techniques médicamenteuses classiques. Par exemple, il y a une sensibilité assez faible aux inhibiteurs de l'anticholinestérase et il y a au contraire une sensibilité accrue aux neuroleptiques qui font que leur utilisation est proscrite. Donc, dans ce contexte, on voit que les thérapies non médicamenteuses sont quelque chose qui doit être privilégié. Donc, on s'est intéressé à ce qui se fait dans d'autres pathologies. Donc, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait en psychiatrie. Et dans la psychiatrie, il se trouve qu'il y a une technique qui a fait preuve de son efficacité dernièrement dans la schizophrénie. Donc la schizophrénie, c'est là où il y a le plus de symptômes psychotiques. Cette technique, c'est la stimulation transcrânienne à courant continu, également appelée TDCS. Et donc, dans cette pathologie-là, on a vu que si on stimulait avec cette technique des réseaux frontaux du cortex préfrontal dorsolatéral gauche, on pouvait diminuer ces symptômes. Donc la TDCS, c'est quoi? C'est une technique de neurostimulation qui est non invasive, indolore et qui permet de transitoirement venir modifier l'excitabilité corticale et la plasticité cérébrale de réseaux ciblés. On s'est intéressé à la littérature vis-à-vis de la maladie à corps de Lévy et à notre connaissance, il n'y a que 2 études qui ont utilisé la TDCS dans cette maladie. Ce sont 2 études faites par l'équipe de Helder et collaborateurs. 2 études récentes d'ailleurs. La première s'est intéressée à améliorer les fluctuations de vigilance en stimulant donc ces régions antérieures du cerveau. Cette première étude a montré des résultats très positifs. Ça permettait vraiment d'améliorer les capacités attentionnelles dans leur ensemble.
Et en revanche, la seconde étude, donc faite par cette même équipe, avait pour objectif de diminuer les hallucinations visuelles, cette fois-ci en ciblant des régions postérieures du cerveau. Et cette fois-ci, les résultats étaient négatifs, il n'y avait pas d'efficacité de cette technique dans ce contexte-là. Néanmoins, les modélisations sur les mécanismes à l'œuvre sur les hallucinations visuelles dans la maladie Accord de Lévy font encore débat. On ne sait pas vraiment très concrètement ce qu'il se passe. Jusqu'à il y a quelques temps, on pensait que ça dépendait surtout des régions postérieures du cerveau. Mais dernièrement, d'autres modélisations semblent indiquer une implication vraiment très importante, prépondérante même, des régions plus antérieures. Donc ça expliquerait pourquoi cette deuxième étude n'a pas eu de résultats sur les hallucinations visuelles. À la lumière de cette littérature, notre hypothèse serait que la TDCS, si on l'appliquait dans cette région antérieure du cerveau, donc en activant ces régions antérieures, on pourrait avoir des effets positifs à la fois sur les hallucinations visuelles, en stimulant donc les régions préfrontales dorsolatérales gauche, comme c'est le cas dans la schizophrénie, et également en inhibant les régions fronto-orbitaires de l'autre côté, au niveau droit du cerveau, fronto-orbitaire droit. On pourrait avoir des effets également sur les deux autres facteurs psychotiques que je vous ai cités au tout début, à savoir les idées délirantes et l'agitation, car il semblerait que ces régions soient un peu trop surexcitées dans la maladie Accord de Lévy. Donc notre objectif, ça serait d'appliquer cette technique auprès de ces patients. Et on pense que par effet cascade, on aurait comme ça de multiples effets bénéfiques, notamment au niveau de la cognition, c'est ce qui a déjà été montré par l'équipe de Helder, donc au niveau des capacités d'attention, des capacités exécutives même, pourquoi pas. On pourrait avoir des effets également sur l'oculomotricité, on sait qu'elle est légèrement altérée dans la maladie Accord de Lévy, et il se trouve qu'il y a une région très impliquée dans l'oculomotricité au niveau du frontal gauche, le champ oculomoteur frontal. Donc ça, on va pouvoir le mesurer également. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de mesurer l'effet donc sur les troubles du comportement, les trois facteurs psychotiques, mais les troubles du comportement en général aussi, et d'évaluer leurs impacts sur l'aidant familial en mesurant le fardeau. Ce qui serait intéressant également, c'est donc dans un premier temps de mesurer l'efficacité de cette technique à court terme, mais également de voir s'il y a un maintien de ce bénéfice à plus ou moins à moyen terme, quoi, à 2 mois. Alors, au niveau du design de l'étude, c'est une étude monocentrique, prospective, qui sera menée donc uniquement dans notre centre, randomisée, contrôlée en double aveugle. Nous avons pour objectif de recruter 30 patients. Et donc, au moment du recrutement, nous allons avoir tout un tas d'échelles, de baseline, de pré-thérapie. Donc, nous allons utiliser pour les troubles du comportement l'échelle NPI, l'inventaire neuropsychiatrique, qui liste donc les principaux troubles du comportement observés dans les maladies neurodégénératives. Et parmi ces troubles du comportement, nous allons notre facteur principal, ça va être le fait de créer un score composite en mélangeant donc les 3 items psychotiques, les idées délirantes, les hallucinations visuelles et l'agitation. Donc ça sera vraiment notre indicateur principal. Mais parmi les autres évaluations, il y aura le score des autres troubles du comportement de cette même échelle, le NPI. Il y aura les facteurs cognitifs. Donc pour les facteurs cognitifs, nous avons 2 échelles. L'échelle des fluctuations de la Mayo Clinic pour voir un effet sur les fluctuations de vigilance. Et nous aurons le TMT A et B, qui est un petit score pour avoir un niveau, une échelle d'attention et de fonctionnement exécutif. Nous aurons également donc une échelle de qualité de vie qui s'appelle la COL-AD, qui est une échelle de qualité de vie qu'on utilise auprès des malades atteints de maladies neurodégénératives. Nous aurons aussi donc une échelle de niveau de fardeau de l'aidant qu'on utilise classiquement ici aussi, c'est le ZARIT qu'on utilise en gériatrie. Et comme je vous l'ai dit, il y aura aussi de l'oculométrie, pardon. Donc ça sera une vidéoculométrie. On va filmer les mouvements des yeux et on va principalement mesurer les saccades oculaires.
Voilà, donc ce sont tous ces facteurs-là que nous avons mesurés avant la thérapie. Ensuite, les patients seront randomisés en 2 groupes aléatoirement. Un groupe de patients qui aura une thérapie dite active, donc il aura réellement la neurostimulation, et un autre groupe qui aura une thérapie dite sham, c'est comme ça qu'on appelle en neurostimulation, c'est-à-dire qu'il aura une fausse stimulation. Le patient ne sera pas stimulé. Il aura la sensation comme les mêmes sensations que le patient stimulé, c'est-à-dire en fait on ne sent pas grand-chose quand on fait ce type de thérapie. Mais donc ni l'expérimentateur ni le patient sait s'il y a stimulation ou pas. La thérapie en fait consiste en 2 semaines, 2 fois 5 jours de stimulation. Donc en fait le patient a une stimulation par jour pendant 5 jours, pause pendant le week-end, puis revient 5 jours. Et la stimulation dure à chaque fois 20 minutes. Et puis immédiatement, donc à l'issue de cette thérapie, dans les 3 jours, on va refaire l'ensemble de ces tests qu'on avait fait en baseline, donc comme je vous ai dit, le NPI, le ZARIT, etc. Et puis ensuite, donc ça sera pour mesurer les effets immédiats à court terme, mais ce qui nous intéresse également, je vous ai dit, c'était les effets à moyen terme, donc à 2 mois, grossièrement. On va reconvoquer les patients et encore une fois, refaire l'ensemble de ces échelles. Donc on aura comme ça en tout 3 sondes en fait, 3 sondes d'évaluation que l'on pourra comparer entre elles, mais également avec le groupe contrôle, celui qui n'aura pas eu la vraie stimulation. Et donc concrètement, comment ça va marcher? Nous avons donc ciblé à la lumière de la littérature 2 zones d'intérêt. L'anode sera placée au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Donc là, on aura une activité excitatrice sur ces réseaux. Et la cathode, qui elle a un effet inhibiteur, sera placée au niveau contralatéral en fronto-orbitaire pour essayer de calmer un petit peu ces réseaux trop excités. D'accord ? Donc un double effet excitateur ici au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral gauche et un effet plutôt inhibiteur de l'autre côté. Et donc le matériel, c'est ce casque en fait, c'est comme un casque, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. C'est comme un casque de EEG en fait. Et donc on a placé ici les 2 électrodes. Donc c'est juste 2 électrodes comme ça, voilà, qu'on met directement sur le cuir chevelu qui est humidifié. Et donc le patient ne sent absolument rien. Il reste avec ce casque pendant 20 minutes. Il peut être assis, il peut lire, il peut faire ce qu'il veut. Et puis il va venir comme ça pendant 2 semaines, 5 jours par semaine. Donc les effets escomptés, c'est surtout une diminution significative de ces troubles psychotiques. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse dans un premier point, mais vraiment, ce qu'on recherche, c'est cet effet cascade, une espèce de ruissellement, si vous voulez, de cet effet sur les dents notamment. Et donc, on s'attend également, mais peut-être à un niveau moins élevé, à des conséquences sur les capacités cognitives. Donc, on a vu dans la littérature des effets sur les capacités attentionnelles. Mais là, pour ce qui est vraiment de l'oculomotricité, les fonctions exécutives, c'est peu connu, voire pas connu du tout. Donc là, c'est totalement exploratoire. Mais vu que ça dépend des mêmes réseaux, on se dit qu'on va sûrement aussi avoir des effets positifs. Vraiment, les objectifs à plus long terme, c'est que si on fait preuve d'une efficacité de cette technique auprès de ces patients, on compte assez rapidement mettre en place cette thérapie en soins courants chez nous, ce qui nous permettra de proposer une nouvelle thérapie à nos patients. Je vous ai dit, ces troubles du comportement, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer, ces symptômes psychotiques dans la maladie à corps de Lévy. Donc on aurait comme ça une option thérapeutique innovante et immédiatement applicable dans notre centre. On est déjà prêt pour le faire, on le fait pour d'autres patients, la dépression résistante, etc. Là, on aurait une offre en plus pour ces malades-là. Ça nous permettrait de gonfler très rapidement nos effectifs pour avoir une preuve d'efficacité à plus large échelle. Donc, on a très hâte de commencer et on est prêt à recevoir les malades assez rapidement. Et donc, pour conclure, je tenais à adresser mes remerciements les plus sincères auprès de l'association A2MCL pour le soutien pour cette recherche. Vraiment, au nom de toute l'équipe, ça nous a mis vraiment un gros élan de dynamique positive. Ce financement va nous permettre d'accélérer le déclenchement du début du protocole qui devrait débuter normalement dès janvier 2025.
Donc, au nom de toute l'équipe du Centre Mémoire de Monaco, je vous adresse mes plus sincères remerciements.